Merci d'être là. Merci. Je me demandais justement, parce qu'on en parlait off the mic, comme on dit, là, mais ton rapport aux images, parce qu'on s'est connus à travers podcast. Là, on va parler un peu de littérature. Est-ce que tu fais beaucoup d'apparitions filmées? Puis c'est quoi ton... C'est-tu normal pour toi de faire ça? Non, je fais pas beaucoup d'apparitions filmées. Puis je pense que je me mets quand même beaucoup en scène dans mes productions, là. Peut-être moins dans le Café Snake. Puis ça, c'est pas juste parce que c'est pas mon projet à moi, c'est un projet que j'ai aussi avec Mounir Kadouri. Fait que je respecte aussi comme la dimension que lui veut être, il veut pas être dans le discours personnel. Mais si tu prends mes livres, par exemple, que j'ai écrits, mes essais, mon podcast Choses sérieuses, j'étais vraiment dans l'analyse du monde, mais je partais toujours d'une perspective vraiment subjective, personnelle, ce qui m'amenait à parler beaucoup de ma vie. Ouais. Fait que ça, c'est déjà vulnérabilisant, puis je pense que les gens ont comme accès à mon corps, mais d'une autre façon, puis de pas me soustraire nécessairement au visuel. C'est pas comme quelque chose qui est pensé vraiment là, d'avance, mais je pense que c'est une façon peut-être de me protéger, peut-être d'être plus en contrôle. Parce que oui, je livre beaucoup de moi, là, mais que ce soit dans un livre ou, mettons, dans un podcast, je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de montage. Fait que c'est vraiment comme une mise en scène qui est très orchestrée. Ouais. Ben merci de te compromettre. Ouais, j'avoue, c'est ça. Mais parce qu'en plus, j'y pensais. Parce que, ben tu sais, on va y revenir, là, mais c'est ça, en amont de cette entrevue-là, j'ai comme beaucoup lu puis écouté tes trucs. Puis j'étais comme, c'est intime, c'est personnel. Puis là, je me dis, c'est peut-être... c'est ça, c'est un exercice différent de se commettre comme ça avec l'image, en fait. Là. Bien, il y a l'accès au corps, mais je pense que c'est ça, c'est que je le contrôle pas. C'est pas moi qui tiens la caméra. Tandis que je pense que de ce que j'aime dans le média sonore, là, qui est le podcast, c'est qu'on entend le corps aussi. Mais je la modifie, ma voix. Tu sais, je suis une poète aussi. Je travaille la voix, le souffle. Ah ben c'est ça, c'est justement faire une petite biographie là, pour peut-être celles et ceux là, qui connaissent pas trop. Comment tu t'en es venu à ta pratique interdisciplinaire dont on va pouvoir parler par après. C'est quoi puis on en parlait d'ailleurs avant l'entrevue, c'est quoi ton background, ton rapport aux études, ton parcours en général, puis comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, ben... Tu peux skipper le primaire puis le secondaire peut-être? Non, mais j'ai quand même un rapport ambigu avec l'université, même si je peux pas dire que je suis pas quelqu'un qui fait pas partie de l'institution. J'ai comme 2 maîtrises, un bac. Je pense que l'écrivaine que je suis, peut-être, c'est les grandes rencontres que j'ai faites, c'est quand j'étais libraire. Fait que les livres que j'ai choisi de lire, versus les livres qu'on m'a imposés dans mon parcours quand j'étudiais en littérature, les rencontres avec les artistes. Je trouve que c'est vraiment important quand on est un artiste d'être en dialogue avec d'autres praticiens, praticiennes. C'est ça, il y a un cours qui m'a quand même marqué dans mon parcours universitaire au bac, qui était à McGill. Puis c'était comme un cours que j'ai pris un peu par dépit parce que je faisais une mineure en histoire de l'art, puis je prenais toujours comme trop de temps pour m'inscrire ou j'étais dans la lune. Fait que j'ai pris ce cours-là parce qu'il n'y avait pas d'autre place dans aucun autre cours. Puis c'était le cours d'histoire de l'art chinois de 900 à 1900. Fait que c'est quand même 1000 ans. Là. Puis j'ai oublié le nom de la prof sur le coup, mais c'était une personne extraordinaire. Puis dans le fond, ce cours-là m'a vraiment confrontée à mes idées reçues par rapport à comment je perçois, par exemple, l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art. Puis je pense que c'est ça qui est important dans mon parcours. C'est les moments où j'ai fait dans le fond, j'ai une vision du monde X, Y, Z que j'ai héritée de mon contexte, mais c'est pas nécessairement la vision naturelle. Fait que c'est plus le processus de désapprentissage là, qui est important, puis ça arrive quand même peu souvent, je pense, à l'université. En tout cas, je sais pas, mais dans mon parcours. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec... parce que là, c'est ça, j'ai pris ce cours d'art chinois-là, mais après, j'en ai pris un autre, puis après ça, j'ai pris un cours de littérature chinoise, puis quand j'ai habité à Taipei, j'ai étudié le mandarin à l'Université nationale normale de Taipei. Ce qui est intéressant, peut-être c'est pas intéressant, mais moi, je trouve ça intéressant.
c'est que on a une vision vraiment linéaire de l'art ou même de la littérature que moi j'étudiais, puis tu sais, c'est souvent raconté comme une succession de ruptures avec des traditions précédentes, genre. Par exemple, genre, t'as le romantisme, après ça l'impressionnisme, après ça le surréalisme, whatever. Puis on se crée toute une conception de c'est quoi le génie artistique ou le génie littéraire par rapport à des valeurs comme l'originalité ou la personne qui va être vraiment comme en rupture avec les traditions et qui va être capable de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, tu sais. Tandis que l'art chinois, du moins comme l'art traditionnel, c'est vraiment comme basé sur pas la création, mais la réinterprétation de vieux modèles, genre. Fait que, par exemple, c'est une culture de la copie. OK. Il y a des... Mettons, j'ai une image dans la tête, là, une montagne bleue, qui était comme une œuvre maîtresse, puis qui a été répliquée pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Puis ce qui est important, c'est pas justement l'originalité, mais peut-être genre la réinterprétation que tu fais de cette montagne bleue-là. Il y a des motifs aussi dans l'art chinois, tu sais, comme par exemple le bambou qui revient souvent, puis c'est souvent comme la même façon qu'on va le représenter. Mais ce qui a de la valeur, c'est si toi, en tant que personne qui a dessiné le bambou, qui le réinterprète, tu as été capable de représenter ton état d'esprit, fait que l'espèce de jonction de ton corps puis ton esprit au moment où tu le dessinais. Puis ça va passer par exemple, le mouvement du pinceau. Fait que ton bambou, il ressemble à tous les autres bambous qui ont été peints pendant des millénaires, mais il est un petit peu croche. Puis pourquoi il est croche? Parce que peut-être que tu te sens aliéné politiquement. Ah ouais. Peut-être que tu es en exil politique. Puis c'est ça qui est recherché. Transmet, ouais. Puis il y a ça, puis il y a la notion d'authenticité. Fait que ce qui est authentique dans ton truc, c'est pas le fait que... Même si tu as copié le motif du bambou, on s'en fout. C'est authentique parce que tu as été capable de révéler ton état d'esprit, puis l'espèce de corps... Il n'y a pas de séparation vraiment, en fait, avec le corps puis l'esprit. Puis il y a beaucoup d'œuvres aussi chinoises qu'on étudie que finalement c'est pas on s'en fout de l'authentifier, de vraiment savoir si c'est OK, est-ce que c'est tel maître qui le fait, parce que souvent il y a des sceaux qui sont faux, tu sais, si j'ai fait des fois c'est des copies de copies de copies qu'on va étudier, qu'on présente dans les musées, mais on n'a pas la même obsession de l'authentification. Mais de l'auteur aussi puis du génie artistique figure de l'auteur, du génie artistique original. Mais des fois, j'ai repensé à ça, puis j'étais comme, est-ce que c'est pas une forme de mémétique? Ouais. Genre, mais... Des symboles qui se partagent comme ça, puis qui sont plus diffus. Qui sont recopiés. Ouais. Mais qui, tu sais, au final, oui, quand tu recopies quelque chose, il y a toujours comme une espèce de variation. Ouais. C'est un moment de ta vie ou un cours ou un voyage qui commence à marquer ton travail, puis comment ça s'écrit dans le Daphné B 2026? Je sais pas. Parce que j'étais allée à Taipei, j'ai vécu là-bas 1 an, puis j'enseignais l'anglais langue seconde. OK. Parce qu'à l'époque, mon copain était américain, puis il était plus... il avait un statut, genre... bref, il pouvait pas rester au Canada. Fait qu'on est parti là-bas. Mais je pense que c'est comme quelque chose que j'aborde plus dans Délite, mais c'est plus ma vision au niveau du langage, en fait, parce que, tu sais, le mandarin, par exemple, c'est vraiment pas la même structure, genre, c'est pas grec-latin. Tu sais, là, je parlais d'une autre vision qui est pas linéaire, tu sais, comme l'histoire de l'art, on peut la lire de gauche à droite, exactement comme on lit une phrase. Puis le langage, la phrase, ça va vraiment influencer notre façon de voir les choses, le monde. Puis tandis que le mandarin, je veux pas faire de la linguistique, là, mais comme c'est vraiment différent. Ouais, c'est une manière de voir. Puis tu l'écris genre de haut en bas, de droite à gauche, fait que c'est juste d'emblée, c'est toute une autre vision du monde. Puis je m'intéresse au langage comme, tu sais, c'est mon outil de travail, mais c'est aussi une technologie, l'écriture en fait. Fait que je pars de là pour penser la technologie. Là, mais ça remonte à quand, justement, sont tes premières créations, tes premières expérimentations avec Est-ce que c'est un genre de truc... c'est quoi ton origin story? Genre en mode... Est-ce que t'as toujours écrit ou c'est vraiment, par exemple, à travers des expériences comme ça, en traduction, que t'as fait comme, OK, je vais commencer à écrire... Non, mais c'est ça, c'est difficile de séparer, genre, mon engagement intellectuel de mon écriture.
Mais non, j'écris depuis que j'ai genre 8 ans. Là. OK. Puis fait que je me souviens pas vraiment d'un moment que j'écrivais pas. Puis, tu sais, je le vivais vraiment comme tu sais, genre, j'ai besoin d'écrire. Mais c'est pas comme c'est un désir. C'est pas... Je me sers pas de l'écriture pour servir une cause. Il y a pas d'objet c'est existentiel, l'écriture. Mais on peut parler, tu sais, genre, dans mon parcours, tu sais, comme plus intellectuel. Si je reviens, genre, à mes études, parce que ce voyage-là, il était important pour plein de raisons, là, aller à Taïwan, en Asie, puis aussi par rapport à comme moi, comment me positionner comme écrivaine, parce que là-bas, les gens que je rencontrais, ils parlaient soit mandarin, soit en anglais. Fait que je me suis mise à écrire en anglais. Fait que, tu sais, je me suis posé plein de questions aussi que peut-être qu'ils viennent pas d'emblée à quelqu'un qui vit pas cet arrachement-là. Genre, est-ce que moi, j'écris en français? Est-ce que j'écris en anglais? Qui suis-je? Où vais-je? Mais quand je suis revenue au Québec faire ma maîtrise, je voulais vraiment étudier l'influence des médias sociaux en littérature contemporaine, en poésie. Puis c'est ça, là, j'ai travaillé pour le NT2. J'étais comme sous l'aile en tout cas, celui qui était au-dessus de moi, c'était Bertrand Gervais. Puis le NT2, c'était un centre d'études d'archivage et de création de littérature numérique. Puis moi, j'étais comme, dans le fond, je m'inscris vraiment comme pas du tout dans la lignée de pensée de... Ça fait quand même un bout, là, ça fait 10 ans. Mais je détonnais, j'appartenais pas à leur façon de voir les choses. Puis là, tu sais, c'est quand même le lien avec l'Asie, mettons, puis genre l'art chinois. C'est que les choses qui étaient à l'époque considérées comme allant de soi, moi, je partais pas du même point de vue. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait vraiment beaucoup plus la distinction entre le numérique puis le physique. OK. Puis, tu sais, c'est basic aujourd'hui, mais on parlait de virtuel versus monde réel. Fait que quand on disait étudier les littératures numériques, on étudiait vraiment une littérature qui avait pour support le web, genre. Ouais. Alors que moi, ce que je voulais, c'était d'étudier les transformations, genre comment est-ce qu'on s'écrit, comment est-ce qu'on met en récit le monde dans ce monde-là qui a changé, qui a été bouleversé par l'avènement des médias sociaux. Puis peu importe si tu écris sur l'ordi ou un blog ou des affaires avec des hyperliens puis des shit qui flashent, ou tu écris sur un papyrus, t'es transformé. T'appartiens à une réalité qui a été transformée, fait que tu vas témoigner de ces transformations-là. Fait que il y avait comme c'est ça, j'imagine, je sais pas si tu connais le terme, mais à l'époque, tu sais, il y avait un sociologue, Nathan Jorgensen, qui utilisait le concept de la dualité numérique, le dualisme numérique, pour parler de ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui est profondément enraciné dans le langage, le dualisme. Tu sais, j'en parle beaucoup aussi de dualisme dans mon livre Maquillé, là. Mais cette façon qu'on a de séparer les choses en deux. Ouais. Puis je pense qu'on peut pas faire ça, tu sais. Il y a une autre façon de conceptualiser le monde qui serait comme une réalité qui est augmentée. Fait que oui, tu as le physique, mais il y a une couche d'information supplémentaire qui est numérique. Puis les deux sont toujours en relation constante. Fait qu'il y a pas de... C'est pas une affaire d'être en ligne ou hors ligne. Ouais. C'est quasiment impossible aujourd'hui. C'est très poreux, là. C'est comme quasiment imbriqué l'un dans l'autre, là. C'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, je reviens d'une autre place totalement. J'ai comme une perspective, puis c'est juste la base. Tu sais, tu peux pas commencer à poser des questions si tu t'entends pas là-dessus. Ouais. Puis je me rappelle d'avoir vu genre des performances, tu sais, qui étaient financées par l'UQAM à l'époque. Puis c'est genre des gars déguisés, genre, il y avait des couvertures de survie. En papier d'aluminium, puis ils projetaient des codes sur un écran, puis j'étais genre non, c'est vraiment pas ça que je fais, tu sais. Ouais. C'était comme l'étude un peu, les premières études du Web 2.0 qui étaient un petit peu, tu dirais trop, pas corny, là, mais où on étudiait vraiment ça comme un objet isolé qui, en fond, ça avait déjà complètement métamorphosé nos manières de vivre. Au début, genre le Web 1.0, je pense qu'il y avait effectivement matière à étudier ce qu'ils appellent le net art ou internet art. Mais après ça, ce qui est venu, puis tu sais, à l'époque où moi j'étudiais, c'était quelque chose que, dans le langage de l'histoire de l'art, surtout dans les milieux anglo-saxons, ils disaient le post-internet art. Fait que cette idée que c'est pas Internet, c'est fini, mais c'est juste que Internet, maintenant, il est parti partout. Ouais. Tu peux pas t'évader d'Internet.
c'est un state of mind, tu sais, c'est un état d'esprit. Fait que, ouais, j'étais là-dedans, puis je lisais beaucoup plus en anglais qu'en français. Fait que j'avais tellement d'autres référents aussi. Puis, tu sais, cette idée de t'intéresser aussi à d'autres discours dans d'autres langues, ça permet aussi, genre, de désapprendre certaines affaires. Ça, c'est quand même pas mal présent encore dans... Tu sais, j'ai jamais fini ma maîtrise. Oui, je l'ai, j'ai mon certificat, mais je continue de me poser les mêmes questions. Puis... Récemment, j'ai vu qu'il y avait un terme, je sais pas si c'est universitaire, mais ça dit les études médiatiques existentielles. OK. Puis je pense que c'est ça que je fais. Ouais. Non, mais comme si j'avais à faire une demande de bourse. T'as trouvé ton signe. Ouais, c'est comme, j'étudie, oui, les médias, mais dans une perspective comme, c'est quoi que ça change à la condition humaine? Pas pas comment les médias sont shapés, mais plutôt comment ils nous shapent de manière... Bien, c'est les deux. C'est ça. Puis, tu sais, aussi comment on représente la technologie ou les médias même dans les médias. J'ai vu qu'à Télé-Québec, il y avait une nouvelle émission qui apparaissait que c'est genre des familles qui sont cobayes puis ils vont pas sur leurs écrans. Okay. C'est comme que faire, qu'est-ce qu'ils vont vivre, ils vont se couper les écrans. Mais ça, c'est encore de reconduire la vision binaire. Puis de penser que, genre, être en rapport avec la technologie, c'est être en rapport avec un écran, alors que la technologie, elle modifie tout. Elle modifie l'économie, notre façon de nous envisager, de nous déplacer, tout est changé. Tu peux pas t'éveiller dans... Il y a une conception aussi qui est spatiale dans la binarité, puis dans l'idée de comme même visuel. Tu sais, on donne beaucoup d'ampleur au sens visuel. Fait que, ouais, pour moi, c'est intéressant de voir comment les médias abordent les technologies. C'est quoi les questions qu'ils posent, puis c'est quoi les questions qu'ils posent pas. Mais pour revenir à la traduction, parce que justement, tu disais que tu as commencé beaucoup plus à t'intéresser à l'anglais puis à d'autres langues. Puis là, ben, tu sais, je sais que dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est notamment de la traduction. Fait que tu fais toujours ça aujourd'hui. Mais je me définis pas tant comme une traductrice. Non, je sais, mais je sais que tu fais ça notamment, genre. Ben, OK, comment tu te définis, en fait? Si c'est pas comme traductrice, parce que tu fais tellement plein de choses. Ouais, non, mais plus comme une lectrice à la base. Puis, mais ça peut être comme vu dans un sens large. Fait que lire, ça peut être, tu sais, un livre, c'est un média. Lire un livre, lire un feed, lire des commentaires, essayer de décoder le monde à travers ça. Puis, écrivaine, auteur. Lectrice, auteur, autrice. Okay. Puis, traductrice, c'est comme par défaut. Là, j'ai fait une maîtrise en traduction, mais c'était une maîtrise professionnelle parce que je me disais, ça va me soutenir dans ma carrière, je vais pouvoir faire des contrats de traduction. Mais c'était un petit peu myope de faire ça parce que le milieu de la traduction, c'est un des milieux les plus touchés par l'intelligence artificielle. Ben justement, j'avais des questions à ce sujet-là. Genre, est-ce que tu trouves que premièrement, c'est quoi ton opinion sur le fait de traduire avec l'IA? Ça peut être une question. Puis sinon, l'autre truc, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu trouves que... Parce qu'en même temps, si c'est un des premiers trucs qu'on remplace par l'IA, je pense que ça dit aussi que collectivement, les gens sous-estiment un peu ça ou c'est un peu underrated, la traduction, peut-être, comme tâche, comme art même. Fait que, est-ce que tu considères ça une tâche qui peut être automatisée, puis qu'est-ce que tu penses que ça a est-ce que tu considérerais ça de l'art, la traduction? Ouais, je pense que c'est de l'art, définitivement, pour plein de personnes. J'ai des amis, c'est ça, genre, leur carrière artistique, c'est d'être traductrice. Puis il y a même un livre qui est paru au Cartanier, là, c'est une traduction. Il s'appelle Le Petit Art, de Kate Briggs, que je recommande, qui parle de la traduction dans une perspective artistique. Puis qui part aussi, comme je disais, moi, l'écriture, pour moi, c'est comme un désir, mais la traduction, ça part d'un désir. Des fois, c'est comme par rapport à moi, tu sais, mettons, je lis dans une autre langue, je suis comme « Oh my God, c'est tellement bon, j'aurais aimé ça, avoir écrit ça. » Puis tu peux te dire aussi, ben je me demande comment ça sonnerait dans ma bouche. Tu sais, tu te l'appropries, ce bagage-là. Comme je pense... Quand on est un artiste, on part avec des inspirations, puis il y a des façons de se les approprier. Genre. Fait que c'est une façon, la traduction.
Après, il y a toutes sortes de traductions de toutes sortes de textes, là. Je pense que les grands modèles de langage, oui, sont bons, mais c'est qu'une traduction, c'est intéressant aussi par rapport à comme ta lecture du monde dans un temps précis. C'est un peu comme les bambous chinois, au final. Ouais. Tu sais, des fois, c'est intéressant de comparer des traductions. Tu sais, une traduction qui a été faite en 1930 puis versus 2010 va témoigner d'une version, d'une vision du monde différente. Après, les traductions littéraires, c'est tellement dur. Je pense pas que, ben, en tout cas, pas à ce point-ci. Je pense pas que ça peut être fait par l'intelligence artificielle. Puis c'est surtout ça que moi, je fais. Ouais. Puis je pense que j'en parlais dans mon podcast Café Snake, là. Il y a les romans savons, les trucs de romance. Harlequin, qui est le premier éditeur à avoir comme explicitement dit qu'il allait travailler avec des modèles de langage, des grands modèles de langage. Mais à la base, cette technologie-là, elle émane de la traduction. C'est la traduction assistée par machine, c'est pas nouveau. Puis les corpus de texte, j'avais même lu quelque part que le Québec, en fait, a été vraiment instrumental dans le développement de ces technologies. Ouais, parce que ça prend des textes de qualité où, par exemple, notre système juridique, ou en tout cas légal, fait qu'en sorte qu'on avait des traducteurs très professionnalisés qui faisaient, par exemple, traduire des textes de loi de l'anglais vers le français. Ça donnait comme 2 textes, ben justement pour entraîner les machines, mais qui étaient vraiment de qualité. Puis ça a permis des avancées. Fait que le DeepL vient du Québec. Ben, du bilinguisme. Ouais, c'est fou quand même, je savais pas ça, c'est intéressant. Ben en fait, tu l'as un peu dit, j'étais pour dire comment tu décrirais ce que tu fais, mais c'est quoi le lien que tu établis entre tes projets actuels? Fait que, tu sais, comme je prendrais grossièrement, genre, maquiller, choses sérieuses, puis Café Snake. Comment, qu'est-ce qui lie ces choses-là? Tu sais, si je reviens, mettons, à mon désir d'écriture, c'est comme dans un désir... c'est de l'écriture, mais dans une version genre absolue. Comme c'est pas genre j'écris un roman ou j'écris, c'est plus le texte. Puis, fait qu'au final, le langage m'intéresse beaucoup. Puis l'écriture, c'est une technologie. Fait que je sais pas si ça vient de là. D'ailleurs, tu sais, un des plus grands théoriciens des médias au Canada, c'était un professeur de littérature, Marshall McLuhan. Puis, tu sais, il a commencé à publier quand même vieux. Fait que, tu sais, moi, je considère que j'étais encore très jeune. T'es Marshall McLuhan, Reborn. Faudrait voir l'année de sa Non, mais c'est mort. juste c'est comme, tu pars de comme, t'es dans les mots, t'es dans le texte, t'es pas dans, je vais raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Le lien entre tous mes projets, ben c'est ça, je pense que c'est le texte. C'est le texte. Le texte, tu peux voir ça comme un réseau de sens. Puis quand je dis que je suis lectrice, ben je lis les productions médiatiques autour de moi. Je considère tout comme un discours. Je travaille beaucoup avec les métaphores qui sont utilisées, divulguées pour comprendre le monde. Mais le lien entre maquiller, c'est quoi que tu as dit, choses sérieuses? Ben, choses sérieuses, maquiller. Ben, tu sais, parce que moi, je voyais, en fait, les 3, moi, je trouvais que c'était comme 3 nuances du même vibe, j'ai l'impression. Parce que, tu sais, comme Café Snake, ça a quand même un peu plus la dimension, je dirais, actualité, entre gros guillemets, là. Puis après, je dirais un peu moins poétique. Chose sérieuse, c'est comme à mi-chemin entre les deux, j'ai l'impression. Puis maquiller, ce que j'aimais vraiment, c'est que tu mêlais autant genre observation, critique culturelle, médiatique, puis après des genres d'aphorismes ou comme des passages vraiment poétiques. Ouais, ben maquiller, c'est un livre, tu sais, qui prend le maquillage comme un peu une façon une lentille à travers laquelle regarder le monde. Tu sais, je suis pas une spécialiste du maquillage, je suis pas une anthropologue du maquillage. Puis quand tu penses à ça, le maquillage, c'est un outil technologique aussi. Fait que ça me permet, genre, de parler de plein d'affaires.
ce que je fais, genre, je continue ma démarche que je fais avec Maquillée dans n'importe quoi. Tu sais, je parle du monde dans lequel je suis à travers des objets, à travers des discours. Puis c'est vrai que Café Snake, c'est comme c'est à chaque semaine, ben c'est plus topical, donc lié à l'actualité. Puis c'est aussi une pensée qui se développe. Tu sais, de semaine en semaine, on va parler d'idées. Des fois, on va revenir sur nos idées, on va les étoffer ou on va se contredire. Tu sais, c'est quelque chose de vivant là-dedans. C'est lié à l'expérience, au corps. Puis ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant dans mon travail. Tu sais, je veux pas être non subjective. Je me présente jamais comme une experte. Ben non. Ouais. Ben, tu sais, il y a beaucoup de personnes dans le paysage médiatique québécois auxquelles, tu sais, que j'ai même fréquenté sur des plateaux autour d'un micro qui ont juste une présentation d'eux-mêmes, tu sais, très sûrs d'eux-mêmes. Moi, je suis un expert, puis ils vont dire n'importe quoi. Mais juste le simple fait de le dire, de le croire, ben on va les considérer comme des experts. Moi, j'ai revendiqué ça aussi. C'est pour ça que je suis partie de Radio-Canada puis de la presse, entre autres, c'est que je trouve ça important de faire de la place à la subjectivité, puis comme à une pensée qui est en train de se former. Puis justement, c'est là que je peux aller en profondeur. Tu sais, je suis pas dans l'information, les faits, parce que une information, a priori, puis fondamentalement, ça veut rien dire. Une information, elle parle juste quand on la médit à travers... non, mais quand on la travaille, quand on la met en parole. Quand on l'interprète. Oui, quand on l'interprète. Ouais. Ben c'est ça. Je trouvais aussi que c'est comme, j'ai l'impression que ma parole, elle a jamais vraiment été super bien. J'ai jamais été cernée médiatiquement là, non plus. Tu sais, je pense que dans les médias institutionnels, il faut que tu correspondes vraiment comme à une cause pour qu'on te laisse parler, pour qu'on te donne le micro, parce que t'arrives là, puis il faut que tu aies une certaine légitimité. Fait que là, de base, on va te présenter, c'est la première étape, puis on va dire d'où tu viens, puis justement, c'est quoi tes études, Mais puis après ça, c'est comme pourquoi tu viens nous parler. Au début, moi, c'était la parole féministe. Genre, c'était ça quand j'ai commencé à publier. On voulait mon take de femme dans la vingtaine qui était féministe. Puis là, si tu déroges de ça, ben il faut que tu trouves une nouvelle identité, tu sais. Puis je suis pas capable de fonctionner comme ça. Ben c'est ça que j'étais pour dire. J'avais une de mes questions, c'était à quel point c'est... Puis tu sais, tantôt, quand tu me disais, je me définis autrice, lectrice, c'est le genre de titre que un média va jamais vouloir avoir. Tu sais, c'est comme, non, c'est quoi ton titre, là? T'es genre... c'est quoi ton profil médiatique? Fait que, est-ce que c'est difficile de... Ben, comment tu as réussi et où tu trouves ça de dealer avec le fait de faire plusieurs choses en même temps, puis d'avoir cette posture-là très humble, justement, de comme, ben écoute, moi, je suis une subjectivité, puis je suis toujours flexible, un peu fluide, et non genre, je suis l'expert dans la matière de tel sujet. C'est ça, ouais. Au début, à un moment donné, j'ai dit, moi, je veux parler de culture web. Puis la culture web, ça reproduit aussi la vision binaire là, que je dénonçais tantôt. Ouais. Parce que c'est quoi la culture web, dans le fond? C'est juste la culture. Maintenant, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui appartient au web, qu'est-ce qui appartient pas au web. Puis tu peux pas être une experte de la culture web, ça serait de dire, Daphné, c'est une experte de la culture. Ouais. Je connais pas toute la culture. Ma vision puis mon expérience de la culture web est tellement limitée par rapport à d'autres personnes. Puis aussi, c'est que de plus en plus, on vit dans des bulles médiatiques malgré nous. Puis c'est difficile d'avoir un portrait qui est comme global. Tu sais, j'ai vraiment un portrait plus personnel. Puis ça, c'est un enjeu médiatique contemporain. Là, mais j'ai été obligée de jouer la carte. Fait que, par exemple, à la presse, il n'y avait pas de chronique ou de colonne culture web. Puis c'est moi qui les ai approchés, puis ils étaient comme « Hey, vous avez besoin de ça ». Là, maintenant que j'ai quitté, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a repris cet espace ou ce flambeau-là. Puis la même chose avant, à Radio-Canada, comme il y a vraiment longtemps, quand j'étais chroniqueuse à « Plus on est fou, plus on lit », à un moment donné, j'avais une chronique qui s'appelait « La vie numérique de Daphné B ». Mais c'est quoi la vie numérique? C'est juste la vie, point. Fait que tu fonctionnes dans des paramètres qui reproduisent des stéréotypes puis des trucs dont je suis pas d'accord, mais c'est comme tu es obligé de jouer le jeu de ça. Ouais.
t'es obligé de te commodifier un peu dans genre Ouais, pas le choix. une entité stable et casée, disons. Puis Café Snake, mes livres, choses sérieuses, c'est des produits indépendants, genre. Ben, puis là, je trouve que j'ai vraiment plus la liberté d'aller plus profondément dans mes idées, dans mes questionnements, juste d'aborder le monde. Là. Ben, tout en ayant justement cette posture-là un peu plus humble et exploratoire, disons. Ouais, exploratoire. Ben, on va revenir à l'exploration, là, mais juste, je me demandais, comme pour clore un peu ce genre de petite partie-là, oui, ton processus de création ça fait vraiment un genre de phrase de commissaire d'expo, là. Mais je me demande comment tu procèdes parce que, par exemple, quand j'ai lu Maquillée ou encore quand j'ai écouté certains épisodes de Choses sérieuses, on se demande, ben, je me suis demandé, est-ce que tu procèdes de manière, tu récoltes plein de trucs, tu fais des liens ensemble, puis après t'es quand même, mais tout ce qui recoupe ça, c'est par exemple le maquillage, ou c'est je veux parler du maquillage, je vais aller fouiller dans tous les raccoins que cette pratique-là, que cette culture-là recèle, puis je vais faire émerger les liens qu'ils ont ensemble. Comment ça se... Bien, c'est dur à dire. Là. Pour moi, c'est un processus que je contrôle pas. Je suis mon instinct, mon corps, mon désir, mes envies. Je pense que c'est vraiment important de mettre le plaisir dans ta quête intellectuelle. Ben oui. Puis pour le maquillage particulièrement, c'était vraiment une stratégie. J'étudiais à l'université justement, là, puis je faisais ma deuxième maîtrise, puis j'étais écœurée. Puis j'écoutais pas dans mes cours. C'était vraiment pour avoir mon papier. Je me disais, je veux travailler, je veux gagner ma vie pour pouvoir écrire. Fait que j'amenais toujours mon laptop, puis j'étais toujours après, checker du maquillage. Tu sais, je l'ai dit souvent ça, parce que j'ai beaucoup parlé de maquiller, mais c'était de la procrastination pure. J'étais chez moi, j'allais sur YouTube, puis je regardais des make-up gurus parler de tel mascara, puis j'étais comme passionnée. Mais je me suis rendu compte à travers ça qu'il y avait toute une culture super intéressante qui disait beaucoup sur le monde dans lequel on vivait. Ouais. Puis je me suis dit, hey, ça serait tellement cool que quelqu'un l'aborde. Tu sais, j'essayais de trouver des textes qui parlaient du maquillage, mais d'un point de vue comme peut-être plus sociologique. Puis je voyais pas ça. Fait que je m'étais partie une infolettre qui s'appelait Choses sérieuses. Puis je commençais à faire un peu comme de la propagande. J'allais dans les lancements. Genre, je me rappelle d'être allée dans un lancement genre de Liberté. Okay. Puis j'allais voir tout le monde. J'étais comme, inscris-toi à mon infolettre. Ça parle de maquillage. C'est fucking bon. Puis j'ai convaincu les gens, puis les gens se sont surpris à comme aimer ça. De là est parti mon livre. OK. Cool. Mais c'est juste que je voyais un vide, comme je trouvais que c'était très, très parlant, très riche en images, tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'ai... Tu sais, j'avais fait beaucoup de lectures sur la sociologie des médias sociaux avant. J'étais déjà dans une quête, puis comme une recherche intellectuelle, justement, la recherche... les études médiatiques existentielles faisaient déjà partie de moi. Fait que je faisais plein de liens avec ça, là. Fait que les éléments étaient déjà un peu répartis, puis à un moment donné, tu as eu le coup de faire, bon, OK, je vais les coudre ensemble. Puis c'est la même chose pour pas mal tout ce que je fais. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y a quand même une richesse dans un parcours intellectuel qui est décloisonné, puis c'est ça que tu vois pas à l'université, parce que veux pas, tu as besoin d'avoir... tu as un parcours qui est quand même... qui correspond à comme un parcours académique professionnel pour avoir des bourses, pour avoir des chaires d'études. Ça t'amène à une spécialisation. Puis cette spécialisation-là, des fois, elle joue un peu contre toi parce que finalement, tu deviens très spécialisé dans un truc particulier, mais ça t'empêche de voir vraiment d'autres pratiques, d'autres champs, de faire des liens. Un peu comme les chroniqueurs dans les médias, comme tu disais tantôt, là, tu deviens un expert dans un sujet, puis... Ouais, mais c'est souvent pas des experts. Moi, je trouve aussi que le problème là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui satisfassent, qui je sais jamais comment les conjuguer. D'eux-mêmes, puis ils sont pas dans un processus de, justement, recherche, exploration constante. Ils pensent qu'ils sont des experts. Moi, je pense qu'il faut se méfier des experts. Les gens qui se trouvent légitimes dans cette posture-là, pour moi, c'est un red flag. Oui, absolument. Parce que les choses changent très vite aussi.
Ben oui, c'est ça, comme, tu sais, là, tu parlais de, justement, tu décrivais la méthode un peu qui a donné Maquiller, puis bon, en général, tous tes projets. Puis là, avant de venir à l'entrevue, tu m'as parlé du dernier truc qui t'obsède, ou que tu investigues, que tu récoltes des informations. Fait que c'est l'exploration polaire, épique, l'ère de l'exploration polaire épique, une affaire de même? Oui, c'est l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. Ouais. Puis, ben, en gros, c'est quoi le lien? Comment t'as fini par tomber là-dessus? C'est-tu la procrastination aussi? Ouais, non, entre autres. Ben, c'est une longue histoire, là, mais comme, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Parce que c'est ça, c'est toujours un sujet, mais un sujet me fait penser à d'autres choses. Ouais. Puis la figure de l'explorateur, c'est comme un genre de matériau mythique, mythologique, là, qui est repris vraiment beaucoup, comme en ce moment, dans la culture des entrepreneurs en tech. Puis ça, je veux dire, j'étais pas nécessairement sensible à ça avant. Là, je le vois vraiment plus parce que j'ai énormément lu sur les explorateurs. C'est ça. Fait que, ce qui est intéressant avec cet âge d'or ou âge héroïque, c'est que au moment où les explorateurs vont essayer de conquérir le pôle sud, il y a pas de, c'est la dernière frontière à conquérir parce que on considère que tout le monde a été exploré. Le pôle nord vient d'être revendiqué. Puis là, juste pour nous situer, on est comme fin 1800 puis jusqu'au début des années 1900. C'est vraiment comme une course aussi qui a rapport avec l'impérialisme. Il y a plusieurs pays qui sont en jeu, mais il y a une vision aussi tout se construit comme une vision du héros mythique à travers ça, puis tu sais quoi, une mort exemplaire. En tout cas, il y a beaucoup de matériaux là, comme riches là-dedans, puis on est tributaire de ça aujourd'hui. Mais en ce moment, les grands entrepreneurs en tech, si je pense par exemple à, là je vais dire Peter Thiel puis Elon Musk, mais ils font des récits eschatologiques, donc on pense à la fin du monde, mais ils vont aussi nous parler de frontières à explorer, comme notamment le cyberespace ou encore l'espace. Des espaces qui sont comme des fois, ben là, la logique capitaliste, c'est partout dans Internet, mais c'est comme si on les envisageait aussi comme des espaces à coloniser puis à aller chercher. Puis, fait qu'il y a cette logique-là de dernière frontière. Puis, il y a tellement de parallèles à tracer. C'est fucking intéressant parce que les explorateurs aussi, à cette époque-là, dont je parle, de l'âge héroïque, ils mettaient beaucoup de l'avant des visées scientifiques. Genre, nous, on va là pour l'avancement de la science, le progrès. Il y a plusieurs alibis qu'ils trouvaient, tu sais, pour partir là, puis financer leurs épopées qui étaient vraiment chères. Là. Ça coûtait cher. Ils devaient se trouver plein de donateurs. Ils faisaient des campagnes avant de partir. Puis, ce qui était super important, c'était le profil médiatique qu'ils réussissaient à construire. Puis là, on est quand même à une époque où c'est l'âge d'or des médias écrits. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est la même chose pour beaucoup d'entrepreneurs en tech pour lesquels le profil médiatique est important, mais la construction du personnage médiatique, c'est quelque chose aussi qui a été pris en compte. Par exemple, pour Musk, qui a été pris super au sérieux. Là, c'est rendu comme un des hommes les plus puissants puis les plus riches sur la Terre, mais c'est quelqu'un qui s'est mis en scène énormément, qui a fait plein de déclarations fausses qui étaient directement retransmises après ça par les médias traditionnels. Donc, on l'interrogeait pas. C'était comme de facto, cette personne-là dit ça, donc on retransmet la nouvelle. Fait qu'il s'est vraiment bâti un capital médiatique, puis ça l'a contribué aussi à son entreprise, à recevoir l'afflux de capitaux qui lui permet d'être la personne qui est aujourd'hui. Fait qu'il y a un rapport entre la construction d'un pouvoir puis les médias qui est comme très direct. Puis ces gens-là, c'est ça, les explorateurs, ils étaient à fond là-dedans. Là. C'était pas, le but, finalement, c'était peut-être pas nécessairement de planter ton drapeau en premier, plus que d'être le premier à envoyer le télégramme qui disait « je l'ai fait ». Donc, de faire la une. Puis il y a eu beaucoup d'explorateurs, là, je pense à Frédéric Cook, je pense, puis Perry, qui sont allés au pôle Nord,
qui ont menti ou qui ont dit « Ouais, moi, j'ai été le premier », qui ont revendiqué là, un des pôles. Puis finalement, c'était pas vrai, mais c'est pas grave. Le but, c'était de faire parler, c'est d'avoir son nom dans les journaux. Puis cette idée aussi que dès que tu revenais de ton épopée, il fallait que tu la racontes, genre. Il fallait que tu publies un livre, que tu fasses une tournée médiatique. Puis c'est ça qui te permettait de financer ton prochain voyage. Il y a toute une construction aussi de c'est quoi... parce que là, tu vois, la persona du fondateur tech, c'est comme quelqu'un qui a pas peur, qui a pas froid aux yeux, qui est capable de rallier ses troupes, de travailler. Il y a une valorisation de la violence. Ouais. Tu sais, Musk qui dit, genre, moi, j'ai passé des jours et des jours à travailler, j'ai pas quitté le bureau. D'un bord, t'as Sam Altman qui a dit qu'il avait développé le scorbut parce qu'il travaillait tellement que, ouais, genre... qu'il avait oublié de manger. Sam Bankman-Fried, avant d'aller en prison, qui se mettait en scène en train de justement lui aussi dormir sur son beanbag au bureau. Puis quand les investisseurs rentraient pour lui parler, il se levait de son beanbag. Tu sais, il y a vraiment une construction médiatique de chaque personnage. C'est quelque chose qui était full présent chez les explorateurs polaires de cette époque-là où ils devaient se couper des orteils à cause de leurs engelures. Ils devaient vivre toutes sortes de trucs dégueulasses. Puis après ça, quand ils revenaient, ben ils me les mettaient en scène. Donc, ils faisaient des tournées médiatiques de conférences. Des fois, ils jouaient des bouts saillants de leurs aventures sur une scène, littéralement comme costumés. Ah ouais. C'est quand même fou, ça. La dimension spectacle, genre reenactment. Là. Ouais, mais c'est directement pourquoi on donne autant de légitimité à ces personnes-là. C'est qu'ils ont construit une image médiatique d'eux-mêmes qu'on a gobée. Là. Ce sont des spectacles médiatiques. Ouais. Est-ce que dans tes recherches, je viens de penser à ça, comme dans ce que tu as lu à ce sujet-là, tu es tombé sur des trucs sur... parce que tu sais, l'autre grosse course à l'exploration, c'était la Lune. T'as-tu lu un peu sur genre les Buzz Aldrin puis cette course-là? Est-ce que tu comptes l'intégrer à cette réflexion-là? Non, parce que de toute façon, c'est même pas un essai que j'écris. Moi, à la base, en fait, je réécrivais une encyclopédie pour enfants. OK. Ouais, de abeilles à argent. OK. Puis c'était aussi pour interroger... c'est un produit médiatique, l'encyclopédie, qui est pas né de nulle part non plus. C'est né d'un désir de catégoriser les choses. Puis c'est un tome genre vieux que j'ai pogné dans un Renaissance quand j'avais 18 ans. Fait que c'est des connaissances ou une vision du monde qui est déjà désuète, mais qui est intéressante parce que ça transmet comme des idées sur qu'est-ce que tu devrais désirer en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, oui. C'est quoi tes rêves? C'est quoi les figures qui devraient t'inspirer? Puis j'étais tombée sur, au fil de la réécriture, sur Amundsen. Donc, Roald Amundsen, c'est lui qui finalement revendiquait le pôle Sud en premier. Puis à travers ça, j'ai développé moi-même une obsession pour lui. Okay. C'est là que j'ai commencé à lire sur lui. Puis là, j'avais eu une résidence en Belgique. J'ai vu que les archives de sa première expédition au pôle Sud étaient là-bas. Fait que moi, quand je me suis rendue là-bas, j'étais allée direct à l'Institut des sciences naturelles de Belgique. J'ai chillé avec des océanographes. Puis j'ai consulté les archives. Puis là, je me suis rendu compte que tous ces vieux bonhommes-là qui ont dédié leur vie genre au plancton polaire, ils ont décidé de dédier leur vie parce qu'ils ont été charmés par des histoires. Parce que, genre, Claude, l'océanographe avec lequel j'ai chillé, il était dans une conférence quand il était ado, puis il a entendu le fils de Adrien de Gerlache, qui était comme le commandant de la première expédition auquel Amundsen a participé, donner une conférence, puis ça lui a donné la piqûre, puis il a dit « Moi, je veux dédier ma vie à ça. » Fait qu'il y a comme un impact réel aussi sur ces fictions-là. Ouais. Puis là, ils finissent par être des scientifiques qui étudient des planctons. Comme tu dis, c'est quand même fou, le pipeline. Puis à un moment donné, tout le monde s'en calisse du plancton polaire. Tu comprends? Il faut, comme quand on est dans le discours de la science, il faut réussir à exciter les gens. Est-ce que toi, en tant que big boss super riche, tu vas investir dans la recherche sur le plancton polaire? Non. Mais peut-être l'IA, tu sais. Fait que lui, il y avait plein de crevettes dans son bureau. Il était après les dessiner, les répertorier, mais il est comme, tu sais, genre, je vais mourir, puis j'aurai pas fini ma job, mais il y a personne pour me remplacer. On s'intéresse plus à conquérir
des places que ce qu'il y a déjà sous nos pieds, là, ou le vivant qui nous entoure. Là. Ouais, ben l'idée de conquête est intéressante parce que ça poursuit genre le désir colonial. Ce qui est intéressant avec la figure du héros des explorateurs polaires, par exemple, c'est que tu reconduis aussi le discours de l'exceptionnalisme. Il y a des êtres d'exception qui sont capables de s'élever au-dessus de la masse puis de faire des choses extraordinaires. Et c'est ça aussi le discours des entrepreneurs de la Silicon Valley. Il y a un exceptionnalisme qui est sous-jacent, qui a rapport ou qui légitime aussi leur eugénisme. Donc ça, c'est un sujet de l'heure, mais comme quoi il y a des gens qu'on devrait prioriser puis d'autres non, parce que ces gens-là ont des caractéristiques qui ont plus de valeur, genre. Mais de la même façon que, par exemple, Peter Thiel pense que la démocratie, c'est de la merde parce que si tu laisses le pouvoir au peuple, le peuple va faire n'importe quoi, c'est la perdition. Il faut que tu es dans une perspective plus de césarisme. Ils sont tous obsédés par l'Empire romain. Donc, avoir un empereur, mais bien choisir, c'est-à-dire, pourquoi pas moi, Peter Thiel, moi, je sais comment prendre les bonnes décisions pour le futur dans une perspective eschatologique où on est menacé par une extinction. Puis parce que je suis un être exceptionnel. Fait qu'il y a des gens comme moi, là, je parle pas de moi, mais qui sont exceptionnels. Puis là-dedans, dans ce discours-là, ce que tu rejettes, c'est l'universalisme des Lumières, cette idée comme quoi, fondamentalement, tous les êtres humains sont égaux, tu sais. Fait qu'il y a tout ça tous ces discours-là sont comme en jeu puis sont mobilisés, mais sans vraiment qu'on le sache. Ça, c'est vraiment aussi intéressant parce que il y a des héros polaires, des explorateurs polaires qui ont brillé pendant 50 ans, puis là, les sensibilités changent, puis notre conception du héros change, puis là, on va valoriser peut-être l'autre explorateur plutôt que lui. Puis là, il y en a un qui, tu sais, sa vision, la vision médiatique d'un explorateur, même s'il était super brillante pendant 50 ans, il va tomber en désuétude. Puis là, Shackleton, c'est un peu ce cas-là. Donc, on parlait pas de lui pendant 50, 60 ans. Puis à un moment donné, il a vécu un âge d'or. Il était mort, bien évidemment. Puis là, il est devenu le modèle par excellence, justement. Puis on l'enseigne à Harvard. Puis on donne des cours de business à la Business School basés sur les enseignements de Shackleton, qui est un explorateur qui s'est pas revendiqué d'un pôle, mais qui a vécu toutes sortes d'aventures abracadabrantes, puis qui a fait en sorte que tous ces hommes, malgré le fait qu'ils ont perdu leur bateau, que le bateau a coulé, qu'ils ont dû vivre genre plus d'1 an sur la banquise, tu sais, que personne n'est mort, puis qu'il y avait vraiment un genre de leadership. Puis finalement, c'est cette idée du leader qu'on s'est mis à privilégier. Puis enseigner dans des business schools, à l'école, ça, c'est fou. À l'université, Oh my God. Ouais. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment le travail acharné, là, comme l'anecdote du beanbag. Founder, leader. Puis c'est quoi l'archétype de héros qu'on va privilégier en ce moment, puis pour qu'est-ce que ça dit sur pionnier, le monde? Ouais, pionnier. Ouais. Je me demandais, fait qu'attends, il y a l'histoire de la Belgique, mais l'encyclopédie trouvée dans un Renaissance, ça, c'était une commande ou c'était vraiment juste... dans le sens, je trouve ça quand même fou, là, comme prendre une encyclopédie, un livre de Renaissance, et dire « je veux traduire ça ». C'est quelque chose que tu fais comme... Ça, c'était quoi l'origine de ce geste-là? C'est quand même... Je trouve ça nice. Ouais, ben au départ, c'était justement de... Tu sais, quand je dis genre écrire absolu, écrire sans dire « moi, je veux faire un roman sur les fraises qui se révoltent ». Puis qui nous montre comment vivre dans une société en accord avec les fruits. Ouais. Genre, je sais pas, parce que quand on est dans l'art, puis dans un processus qui est institutionnalisé puis subventionné, on est très chanceux au Québec d'avoir accès à ça, puis au Canada. Mais pour avoir accès à une sub, ou même si tu es à l'université, si tu veux avoir accès à une bourse, tu es toujours en train d'intellectualiser ce que tu fais, puis aussi de donner une raison de pourquoi tu fais ça. De la même manière que les explorateurs polaires. Hein. Si eux répondaient à un désir viscéral, une pulsion de vie ou de mort, ben ils étaient quand même obligés de dire, ils disaient pas moi je m'en vais faire ça parce que c'est ça que je veux, puis je veux vivre l'aventure. Ils étaient comme non, j'ai des prétentions scientifiques, puis je veux étudier le mouvement des baleines. Tu sais comme
Ouais, c'est ça. Fait que t'es toujours après de donner une raison, puis de trouver comme c'est comme utilitariste finalement. Ouais. Puis là, je m'étais dit une fois dans ma vie, avant peut-être d'avoir un enfant, justement, je veux essayer, je veux me donner la chance ou le cadeau d'écrire quelque chose de façon totalement exploratoire, libre, d'embrasser l'inconnu, parce que ça c'est quelque chose qui est super important dans mon travail aussi. L'inconnu, pour moi, c'est comme pas la page blanche, mais c'est quand j'écris, je sais pas exactement vers quoi j'écris ou qu'est-ce qui va sortir, ou comme quand je pense, ou quand je lis un livre sur les couleurs parce que ça m'a parlé, mais j'ai pas pensé que ça va me servir à ça. Genre. Ben oui. Fait que bref, sans avoir à dire c'est quoi que je faisais. Fait que c'est quoi le genre littéraire de mon livre? Je sais pas. C'est quoi exactement le propos? Je sais pas, mais ça fait 7 ans que je l'écris. Là, je commence à le savoir. Là. Mais le rapport aussi à l'inconnu, pour moi, c'est quand même important parce que c'est le rapport à la mort, qui est le plus grand inconnu. Genre. Puis pour moi, la mort, c'est quand même important, justement, dans le monde actuel, ou du moins notre rapport à la mort. Ouais. Puis je pense que on est vraiment dans un déni ou un refus de notre mortalité. Puis pour moi, ça justifie beaucoup de l'accumulation infinie des richesses, puis genre le capitalisme et tout ça. Puis tu sais, je parlais de Peter Thiel tantôt, mais c'est quelqu'un qui a explicitement dit que genre accepter la mort, c'était comme la plus grande défaite de l'humanité. Puis qu'au contraire, ça devrait nous enrager, la mort, puis que cette rage-là, on pourrait la canaliser justement vers l'innovation, tu sais. Puis qu'il voue un culte, genre au Seigneur des Anneaux, puis tout ça. Puis comme, dans les œuvres de Tolkien, il y a des elfes qui ne meurent jamais. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être des elfes? Puis tu sais, ça, c'est comme quelqu'un qui a énormément de pouvoir, là, qui dit ça, genre... Fait que oui, c'est une peur viscérale de la mort qui oriente quand même beaucoup des rapports économiques dans le monde en ce moment, puis même de l'orientation de la science puis des technologies. C'est que je voulais faire de quoi sans avoir au préalable l'exprimer ou le conceptualiser comme un projet. Puis dire qu'est-ce que je faisais. Puis c'est ça que j'ai fait avec le livre que j'ai écrit. Fait que oui, ça m'a amené vers les explorateurs polaires puis Amundsen, mais j'aurais jamais pu prédire. C'était littéralement de l'exploration en mode puis total. C'est intéressant aussi parce que, tu sais, derrière la figure de l'explorateur, c'est quand même un personnage romantique. Puis l'écrivain aussi, c'est un personnage romantique. Puis comme tu peux aussi lui faire des reproches, là, autant que l'explorateur, il y a quelque chose que à l'intérieur de ça, je m'interroge moi-même par rapport à comme ma démarche, qui peut être aussi exprimée en termes spatial, qui peut être colonisatrice. Tu sais, c'est une forme de réappropriation du monde, de je livre mon récit des choses. Puis tu sais, comme quand on parle de littérature contemporaine, on est comme cette personne-là, c'est inouï, justement l'originalité, elle a exploré des nouveaux territoires littéraires, mais qu'est-ce que c'est si c'est pas reproduire justement le discours des explorateurs puis des héros exceptionnels, tu sais. Je me demandais justement, parce que là, tu parlais de mort, puis tu parles beaucoup dans ton livre, moi, ça m'a marqué, là, c'est ça, les références à Georges Bataille, puis ça, pulsion de mort, la vie, part maudite et tout, là, comme un peu ce qu'on cache. Il y avait ça dans le maquillage aussi. Puis tu as aussi nommé, genre, je pense que ça se croise, là, mais ton regard sur le futur, sur le monde mortifère dans lequel on est. Puis là, il y a comme la double question du fait que, comme tu es enceinte puis que tu t'accueilles la vie, c'est quoi ton expérience à date de porter la vie dans un corps, puis aussi de ta projection dans le futur? Parce que, tu sais, en lisant Maquillée, des fois, tu sais, je sentais que c'était un livre de pandémie. Là. Des fois, tu étais comme, my God, c'est dark. Tu te décrivais beaucoup comme encore dans mon lit à doom scroller un peu puis à checker des trucs YouTube, tout va mal. Fait que où est-ce que tu en es dans ton état d'esprit aujourd'hui, regardant vers le futur, / comment tu vis ça, c'est ça?
Un être vivant. Ben, c'est dur à dire là, parce que je suis en plein dedans, j'ai pas de recul par rapport à ça, mais par rapport à... Ben, ça te met en rapport, oui, à la vie, mais je pense à la mort aussi. Il y a quelque chose de super vulnérabilisant. Parce que toi, tu es fragilisé, là, tu peux mourir, mais il y a aussi comme cette idée que dès que j'ai commencé à le sentir bouger, le bébé, ben j'ai commencé à créer du lien avec lui. Puis ça m'a bouleversée parce que j'étais comme, là, je suis en train de tomber en amour, même sans l'avoir vu. Puis si jamais j'avais à le perdre, est-ce que je serais capable de survivre à cette perte-là? Il y a une forme d'ouverture. Là. Je parle souvent de blessure dans mes livres, là, mais comme cette idée que pour s'ouvrir aux autres, il faut risquer la blessure. Bien là, c'est comme si je l'avais jamais ressenti autant qu'en étant enceinte. Après, quand je parle de la mort puis tout ça, moi, je vois pas ça d'un point de vue négatif. Quoique, si tu me disais, Jean-Daphné, tu vas mourir demain, je pense que je battrais près. Mais il y a comme ce rapport au mystère que moi, je perçois le mystère comme quelque chose à embrace, tu sais, puis pas nécessairement dans une perspective où il faut le percer. J'ai quelque chose de quand même quasiment mystique, dans le fond, dans mon approche de la création, puis un respect envers le mystère qui fait partie de l'écriture. Comme quand je dis, mettons, j'écris, puis je sais pas nécessairement vers où ça va me mener, mais il y a quelque chose de fucking mystérieux avec ça, cette expérience que j'ai jamais vécue. Puis je peux pas, même si je lis l'Internet en entier, me préparer réellement à, par exemple, ça va être quoi, accoucher ou être mère, ou c'est embrace comme l'incertitude, l'incertain. Ouais. Ouais, je sais, tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un accoucher, là. J'ai vu ma sœur jumelle puis ma mère accoucher, puis il y a quelque chose de... Ça sent. Il y a des odeurs. On parle peu d'odeurs, tu sais, on privilégie la vision dans notre description du monde, mais ça sent la mort. Ça sent la marde, ça sent le sang. Puis ça, c'est quelque chose qui est présent, par exemple, dans Georges Bataille. Mais tu sais, je suis pas une grande lectrice de Georges Bataille, là. J'ai lu, genre, l'histoire de l'érotisme, puis... Les larmes d'Eros. Mais ça m'intéressait. Il y a certains trucs qui m'intéressent, notamment notre rapport à la mort, puis au corps, justement, qui est putrescent, tu sais, qui se décompose, qui m'intéresse quand même pas mal dans ses écrits. Mais tu sais, je le mentionne pas plus que d'autres. Non, mais en lisant ces pages-là, j'étais comme, my God, là, c'est bizarre parce que. Ben, pas c'est bizarre, mais c'est full circle. Mais j'ai l'impression que la mort, puis notre rapport à la mort surtout, puis au mystère que ça peut représenter, est quand même structurant dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Puis, tu sais, je t'avais écrit ça avant l'entrevue. Je dis, j'aime ça t'écouter ou te lire parce que j'ai l'impression, des fois, de surfer sur Wikipédia parce que. J'ai l'impression que t'es comme dans un rabbit hole, t'es comme j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ça, c'est fou cette histoire-là. Fait est-ce que tu visiblement t'aimes ça, puis en fait on s'est rencontrés à travers ça, à travers la recommandation, parce que t'as recommandé un truc que j'avais fait, auquel j'ai participé. C'est quoi la place que ça prend la recommandation dans ta vie? À la base, je pense à citation, là, plus. Puis moi, ça m'emmerdait à fond de voir des notes en bas de page là, immenses, puis des citations, surtout dans les textes universitaires, où je trouve que la citation est utilisée des fois pour convoquer l'autorité. Regardez qu'est-ce que je dis, c'est vraiment vrai, puis c'est vraiment sensé parce que je cite tel penseur qu'on a cité 40 millions de fois. Mais ma vision, elle a changé quand j'ai commencé à travailler en librairie. Puis là, j'étais libraire avec plein d'autres femmes. Puis j'ai commencé à m'intéresser plus à l'écriture des femmes. Là, mais là, je lis de tout. Mais tu sais, dans certaines pratiques féministes, il y a beaucoup... Le recours à la citation est quand même pas mal là. Parce que c'est cette idée de créer une famille littéraire. Tu sais, fait que de dire aussi ma pensée vient de là. Puis si t'aimes mon livre, ben tu vas aimer telle affaire. Parce que c'est pas nécessairement des écrivaines ou des penseuses qui sont justement enseignées à l'université. Moi, je les avais jamais étudiées, puis pourtant, j'ai passé des années sur un banc d'université. Fait que j'ai essayé de me rattraper à cette époque-là. Puis dans les citations des livres que je lisais, ben ça m'amenait vers telle personne, qui m'amenait vers telle autre personne. Puis je suivais ça un peu, c'est comme une structure arborescente.
Fait que je pense que ça part de là. Puis moi, je fais la même chose dans mes livres, mais il y a aussi cette idée que quand j'écris, ben je suis en train de lire. Là, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un texte sur les écureuils, I don't know. Puis tout ce matériel-là, il me transforme, genre, il a un impact sur mon corps, donc sur l'écriture. Fait que souvent, directement, il va apparaître dans mon livre. Puis tu sais, tu parles de la structure, tu sais, par rapport au web, Wikipédia et tout. Mais je pense que ça fait ça dans Maquiller, puis c'est pas voulu, là, c'est juste comme la structure du texte, mais ça, vraiment, t'as l'impression, parce que c'est écrit comme en fragments. Puis chaque fragment, des fois, développe une idée, mais à partir d'une image qui a un petit peu bougé. Fait que, je sais pas, là, je vais donner un exemple. Je parle beaucoup d'une couleur Schmony. Puis là, c'est la couleur d'un fard à paupières. Puis après ça, genre, boum, je change d'idée. Puis c'est aussi un terme en slang qui est utilisé dans le rap. Puis, tu sais, fait que j'utilise comme une image, mais elle a plusieurs sens. Tu la déclines. Je la file. Puis ça fait penser aux algorithmes sur YouTube où justement, tu écoutes une vidéo, puis là, la vidéo suivante qui est recommandée, oui, elle entretient un lien avec la vidéo que tu as vue, mais des fois, c'est comme justement, c'est un lien qui va t'amener ailleurs. Puis tu sais, il y a cette conception comme quoi les algorithmes, ça va toujours nous servir du même ou ça va toujours nous servir un contenu de plus en plus radical. Mais moi, mon expérience du web, c'est plus comme... Non, c'est vraiment genre, je pars de quelque chose, puis là, après ça, je vais à côté de façon oblique. Tu sais, je voyage, puis il y a toujours un lien entre les images, les thèmes abordés, mais ça m'amène toujours un peu à prendre un pas de côté, tu sais. Ben justement, parlant de pas de côté, c'était un peu comme mes dernières petites questions. As-tu récemment, dernièrement, des recommandations de trucs que tu trouves underrated, que les gens mériteraient de découvrir, mériteraient de prendre un pas de côté? Puis il y a comme une sous-question à ça qui est est-ce que tu écoutes des trucs mainstream, Keb? C'est comme une question random, mais je suis curieux. Non, ben je suis en train d'écouter la série oh my God, je suis pas bonne avec ça. Avec Mounir, on écoute une série qui parle du monde avant le crash. Ah oui, OK. Ouais. Je suis rendue à l'épisode de la 3e saison. OK. Fait que j'essaie d'être comme de consommer un peu de tout. J'écoute bien des affaires, mais... C'est épuisant des fois, ça, essayer de consommer un peu de tout? Parce que on dirait que tu connais beaucoup de choses, puis là, pour justement t'avoir écouté, t'avoir lu, je suis comme... est-ce qu'à un moment donné, t'es comme, my God, j'ai juste envie de décrocher puis genre rien lire, écrire, ben, quand je suis écouter. tombée enceinte, là, le premier mois, t'es submergée d'hormones. Fait que c'est vraiment une expérience comme très corporelle, mais ça fuck ta tête. Puis ça me fait un effet bizarre où tout ce que je voyais sur mon cell, les trucs qui me passionnaient avant, j'étais dégoûtée puis j'avais aucun intérêt. Mais il y a cette idée que je suis toujours avare pas avare, mais tu sais, boulimique dans ma consommation médiatique, mais je pense que ça a rapport aussi avec mon gagne-pain, là. Ouais, c'est ça. Comme, tu sais, autant quand j'écrivais pour la presse que là, maintenant, avec la podcast qui est à chaque semaine, il y a toujours comme... C'est comme si ça me maintient dans un état d'alerte. Mais j'en ai parlé dans Café Snake aussi, je pense qu'il y a une semaine ou deux. C'est quelque chose qui est généralisé ou généralisable, c'est d'être à l'affût des tendances. Puis quand on est à l'affût, c'est pas qu'on est tendance. On est juste toujours comme en train de guetter qu'est-ce qui va se passer médiatiquement, qu'est-ce qui va émerger. Puis moi, je pense, j'ai une hypothèse, ça serait comme que ça s'est vraiment peut-être propagé plus avec la financiarisation de l'économie. Parce qu'avant, tu t'investissais dans une économie réelle basée sur la production. Puis là, on est plus avec la spéculation. Donc, un titre va prendre la valeur par rapport à des vibes. Qu'est-ce que la population, les investisseurs pensent qui va se passer? Genre, moi, je pense que l'intelligence artificielle ou le plutonium, je dis n'importe quoi, c'est the next big thing, parce que là, j'ai vu qu'il y avait un deal potentiel ou telle affaire. Fait que ça t'amène à consommer toujours plus d'informations, la spéculation. Et c'est comme tu parles souvent de polymarket, là, aussi. Ouais, exact, les marchés... prédictifs.
les marchés prédictifs, parce que tu développes un fantasme genre méritocratique, là, comme j'en parlais, genre de dire, ben plus je comprends le monde, plus je suis au courant de tout, plus je suis capable de miser sur la nouvelle action qui va prendre la valeur. Mais tu sais, dans le fond, dans les faits, les gens qui font vraiment beaucoup d'argent, ben ils sont de un, ils ont déjà beaucoup d'argent, fait qu'ils peuvent se permettre d'en perdre, de faire des mauvais bets. Des fois, c'est des insider trade information. Des fois, ils ont accès à des technologies fucked up, algorithmiques qui font des trucs pour eux. Fait que c'est ça, ouais, t'es toujours comme... t'as l'impression, finalement, que ça te permet, bizarrement, d'être plus en contrôle du monde, de ta position dans le monde. Puis là, c'est ça, avec les plateformes de prédiction, j'ai vu récemment que maintenant, il y a un nouveau marché secondaire qui ouvrait où tu vas pouvoir parier sur l'apport d'informations que reçoit un sujet. Fait que tu peux parier sur les tendances. Okay. Fait que si toi, tu prédis que on va parler beaucoup des casquettes oranges, genre dans le prochain mois, tu pourrais comme mettre de l'argent là-dessus puis faire de l'argent. Fait que ça encourage encore plus la spéculation de la spéculation. La culture des nouvelles, mais genre des notifications. T'étais comme dans l'instant. Ah, c'est fou. Fait que c'est pour dire que parfois, tu trouves ça un peu épuisant d'être à... Ben là, comme tu disais, c'est ta job en plus, là. Ouais, c'est... Puis non, c'est épuisant, puis en même temps, quand t'es là-dedans, justement, je pense que tu réalises que c'est impossible d'être vraiment au courant, finalement. Ouais. Ben là, il y a avant le crash, au moins. Mais je sais pas si j'adhère à une perspective apocalyptique du monde. Okay. Puis tu sais, comme par rapport au futur, ben moi, je sais juste que le futur est un mystère. Tu sais, c'est incertain. Peut-être que c'est un danger d'être dans la spéculation par rapport au futur, je sais pas. Puis après ça, quand on parle de futur, genre de quel futur on parle, tu sais, de mon futur, du futur du genre humain, mais le genre humain, c'est quoi? L'humanité, genre? Puis dans l'univers, genre? Je sais pas. Mais c'est juste que nos angoisses par rapport au futur, ils sont pas harnachés, mais genre ils sont utilisés par des gens, justement, avec de l'argent et du pouvoir, qui sont instrumentalisés là, en ce moment. Absolument. C'est ça. Oui, en fait, on pouvait revenir à cette petite question-là. Y a-tu des trucs récemment que tu as découvert en explorant le web et ou autre chose que tu suggérerais aux gens? C'est dur à dire, là. Sur le coup, je saurais pas, mais tu sais, si les gens veulent savoir, peut-être écouter Café Snake, puis quand je vois quelque chose que j'aime, j'en parle souvent dans la semaine. Mais en ce moment, je suis vraiment à fond dans... tu sais, ça a quand même un lien avec l'Antarctique, mais... tu sais, moi, la façon que je m'envisage comme écrivaine aussi, puis ça, j'en ai pas parlé, c'est comme une écrivaine en Amérique, mais dans les Amériques. Nord, centrale, sud. Puis j'ai quand même beaucoup d'affinités, genre avec, tu sais, j'ai lu beaucoup de littérature américaine quand j'étais plus jeune, puis maintenant j'essaie de lire plus en espagnol, puis tu sais, j'ai été traduite en Argentine, puis l'Argentine, ça m'a fucking charmée. Mais même avant d'être traduite, en fait, c'est que j'avais une attirance puis un désir envers l'Argentine à travers certaines poètes que j'avais découvertes. Puis peut-être découvrir... Get into Argentina! Cecilia Pavone, Tiro Baby, son fils qui est rendu un rappeur populaire. OK. Cecilia, c'est celle qui m'a traduite. Puis c'est une poète que j'aime vraiment beaucoup. OK. Puis là-bas aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, on parlait d'éducation tantôt, mais je pense... Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a comme eu plusieurs dictatures. Puis à un moment donné, il y a eu une dictature qui faisait en sorte que tous les profs qui enseignaient l'art, ils ont été slackés ou été kick-out des universités. Fait que là, ils ont comme développé une culture de salon où tu faisais salon, tu recevais chez toi. Puis ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, il y a comme plein d'ateliers qui sont donnés, des tâchères. Puis c'est n'importe qui, tu peux toi en donner une. T'es pas obligé d'avoir étudié à l'université. C'est surtout des praticiens, en fait. Fait que c'est vraiment plus horizontal. Moi, quand je suis allée là-bas, j'en ai fait, puis j'ai adoré cette façon-là d'enseigner la création littéraire. C'est même pas enseigner, c'est plus genre penser la création expérimenter littéraire. En groupe. Ouais. Puis
ce que je trouvais cool dans ce modèle-là, c'est que l'argent allait directement aux praticiens. Ouais. Comme on finance pas une institution, on finance l'écrivain directement. Fait que, ouais, il y a ça. Puis le lien que je fais, c'est que, ben moi, je veux dire, l'Antarctique, c'est au sud. Puis j'étais allée en Patagonie, j'aimerais ça aller comme au bout, mais c'est là aussi où les explorateurs de l'expédition que j'avais précisément étudié, mais là, j'en ai étudié d'autres, ils s'étaient arrêtés, tu sais, puis à Punta Arenas aussi au Chili. Fait que c'est comme des territoires comme ça qui ont rapport à l'histoire que j'étudiais. Ça serait full circle, là. Un épisode de Café Snake sur la banquise en Antarctique. Ben, je pense pas que j'irais en Antarctique, je me sentirais mal, genre, environnementalement parlant, mais c'est vraiment un espace touristique qui s'est, tu sais, vraiment beaucoup développé, là. Puis, tu sais, même la fille de l'UQAM est allée en Antarctique. La fille de l'UQAM... Ouais. Oh, ouais, OK. Elle a vlogué là-dessus. Je suis sûre qu'elle a convaincu plein de Québécois d'y aller. Elle a vécu, en fait, une renaissance spirituelle en allant en Antarctique. Puis c'est là qu'elle s'est comme convertie, reconvertie à... Ah oui, parce que j'ai vu qu'elle est allée au podcast de JNT, là. Exact. OK. Ouais. J'étais pas au courant du lot antarctique. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, là. Ouais, définitivement, là. Puis l'Antarctique, c'est aussi comme il n'y a pas de population, genre, autochtone qui vivait là. C'était juste, mettons, des pingouins, des phoques et tout. Fait que, ouais, il y a quelque chose... Maintenant, tu sais, le territoire appartient pas à un pays en particulier. Là, c'est censé être... Même en temps de guerre, il y a des pays en guerre qui étaient là, des scientifiques qui devaient collaborer entre eux. Ça a un statut un peu... Ouais. OK. Ouais, non, effectivement, je pense que c'est un objet d'intérêt riche, là. Puis si tu penses à la mort puis à tout ça, c'est intéressant aussi parce que le froid conserve les corps, un peu comme sur l'Everest, mais tu sais, mettons, les huttes, les chiens qui étaient là, les vieilles cannes de conserve, tout est là Tout encore. est toujours là. Ah ouais. Mais comme dans le film, justement, le meme super populaire de tout récemment là, du pingouin nihiliste, ça vient d'un film sur l'Antarctique de Werner Herzog. Puis quand tu l'écoutes, là, tu vois un peu c'est quoi maintenant l'Antarctique. Puis justement, il parle d'une hutte, là, j'oublie laquelle, qui est préservée. D'une des expéditions. Wow. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, ben, à bientôt. Je sais pas comment conclure. Merci! Comment t'as conclu ça?